Bien, on va parler de la situation en Tunisie, mais vous avez vu que la situation en Tunisie est aujourd'hui en train de faire bouger aussi la situation en Égypte. Et il y a des réactions dans le même sens dans d'autres pays. Est-ce que ça va produire la même chose? Est-ce que ça va s'arrêter? Personne ne le sait aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que Ben Ali et les symboles de son régime sont tombés et qu'en Égypte, la situation a l'air d'évoluer dans le même sens pour Hosni Moubarak. La situation en Tunisie comme en Égypte pose le problème de ces régimes que l'Europe, les États-Unis, les pays du Nord d'une façon générale, ont soutenu en croyant qu'ils sont un rempart contre l'islam politique, contre le développement de l'islam politique, contre le terrorisme. Interpeller les parlementaires tunisiens en disant mais c'est pas possible, les droits de l'homme ne sont pas respectés, la démocratie n'est pas là. L'argument c'était oui mais nous sommes le rempart contre les terroristes musulmans et en plus nous on a une politique qui promeut les droits de la femme. C'était voilà. Les deux arguments. Ah oui. La peur de l'islam politique et du terrorisme a été un bon prétexte pour fermer les yeux sur le caractère autoritaire, peu respectueux des droits humains et sur la corruption qui mine ces régimes. Et on n'a pas compris, et ça fait des années que des défenseurs des droits humains, des démocrates, des laïcs attiraient l'attention que le terreau du développement, du terrorisme et de l'islam politique, c'est précisément l'absence de liberté, l'absence de débat démocratique, les violations des droits de l'homme et la corruption et toutes les frustrations, les injustices, les discriminations qui résultent de ce système autoritaire et corrompu. On le voit aujourd'hui en Tunisie comme en Égypte, les seuls mouvements qui peuvent représenter une alternative à ces régimes qui ont des réseaux sur le terrain sont les mouvements qui se réclament de l'islam politique. Donc, je dis que c'est très important de faire, et là, on a une confusion courante ici entre islam et islam politique. Nous le voyons à travers des réseaux comme Riposte laïque, un certain nombre. Oui, mais une caricature, mais malheureusement, cette caricature aujourd'hui génère tout un mouvement. Quand on voit ce qui s'est passé en Suisse, quand on voit, c'est en 92, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères français s'appelait Jean-François, qui venait de l'UDF, j'ai oublié son nom, comme Mitterrand. En tout cas, il a écrit. Non. Ça reviendra. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque écrit. Non. C'est dans la cohabitation, non. C'est pas grave. Je crois que c'est Jean-François Poncet, mais je ne suis pas sûr. Il a fait un papier dans Le Monde où il disait qu'il y avait 3 défis. Le monde occidental est confronté à 3 défis. Un défi économique, les dragons du sud-est asiatique à l'époque, qui se sont écroulés. Un défi écologique, c'est généreux. Et
un défi idéologique et il n'a pas parlé d'islam politique, il n'a pas parlé d'intégrisme musulman, il n'a pas parlé de terrorisme, il a dit l'islam. L'islam. J'ai l'article que j'ai gardé pour dire que la confusion est beaucoup plus tenace et plus répandue qu'on le croit. Voilà, bon, je ferme cette parenthèse pour revenir donc à la situation en Tunisie. Je tiens à préciser que Ben Ali a su vendre son image de protecteur de la société tunisienne contre la montée de l'intégrisme et contre l'islam politique, qui était très fort dans les années 80 et dans les années, il a commencé à se développer, l'islam politique a commencé à se développer en Tunisie dans les années 70, parce qu'à l'époque, le pouvoir en avait besoin pour combattre l'opposition de gauche qui était la plus importante dans le pays. Alors, ces défis historiques à rappeler au moment où nous, militants de gauche, démocrates, qui reprochions au régime à l'époque son manque de modernité, son manque de démocratie, son manque de respect des droits de l'homme. Nous, on était en prison. Les islamistes publiaient sur les presses du parti au pouvoir de Bourguiba 2 revues, une qui s'appelle La Connaissance, Al-Ma'rifa, l'autre qui s'appelle Al-Mujtama, la société. Ok. Ces 2 revues, déjà, à cette époque-là, ne s'affrontaient pas directement au régime de Bourguiba, mais leur cheval de bataille était le code du statut personnel qui a aboli la polygamie, la répudiation et qui a changé le statut de la femme dans le sens de son émancipation. Ah, là, vous me surprenez. Et ça vient quand c'est spontané. Le code du statut personnel, c'est la loi. The Family Code. Voilà. Donc c'était leur cheval de bataille. Le deuxième cheval de bataille, c'était eux qui menaient la lutte idéologique contre la gauche. Ok. L'alliance entre le pouvoir et les islamistes était le fait, il faut le dire, que le régime de Bourguiba a perdu beaucoup de sa popularité et de sa légitimité qu'il a acquis dans le mouvement de libération nationale et qu'il a perdu du fait de la pratique autoritaire et l'interdiction des partis, et surtout sa proclamation comme le changement comme en 1974 comme président à vie. Alors, très important de rappeler à ce niveau-là que Bourguiba, quand il était légitime, quand il était populaire, a fait les réformes dans le sens de la sécularisation du pays. Bourguiba a tenu tête aux théologiens de la Constituante pour imposer la liberté de conscience et la liberté d'expression, pour imposer le code du statut personnel en faveur des femmes. Et il est allé jusqu'à, en plein mois de Ramadan, au début des années 60, dire publiquement le combat contre le sous-développement est le combat suprême. Donc, pour vaincre le sous-développement, moi, je vous garantis le paradis et vous ne faites pas le mois de Ramadan. Et il prend son verre de jus de fruits qu'il boit, jus de fruits ou je ne sais pas quoi. J'ai pas goûté. Pendant le mois de Ramadan, a bu donc son verre de jus publiquement. Le même Bourguiba se proclame en 1974 président à vie. Un an après, en 1975, pendant la fête du Mouled, dans la grande mosquée de Kérouan, déclare en régime présidentiel le président c'est l'imam. Être contre le président, c'est être contre l'imam. Être contre l'imam, c'est être contre Dieu. Voilà. Une question. Certains disent que Bourguiba était très influencé par Atatürk. Est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'il y avait un mouvement, quelque chose qui se passait entre la Turquie et...
Voilà. The question is, Bourguiba was influenced by Kemal Atatürk in Turkey, and what about this affirmation? Ça va comme traduction? Il y a des influences kémalistes, mais il ne faut pas oublier que la Tunisie, comme l'Empire ottoman, dans lequel le kémalisme est né, ont connu un siècle de réformisme au XIXe siècle, dans le sens de la sécularisation, de la modernisation, de l'émancipation des institutions sociales, culturelles, juridiques par rapport à la religion. Très important de rappeler que la Tunisie a été le premier pays musulman à avoir une constitution en 1862, qu'elle a aboli l'esclavage, elle a eu avant la constitution en 1846 une déclaration des droits qui s'appelle le pacte fondamental, qui a aboli l'esclavage et les discriminations entre musulmans et non musulmans, et qu'il y a eu un enseignement moderne qui a donné une élite moderne dès le XIXe siècle et qui a permis à l'élite moderne issue de cet enseignement moderne et des réformes du XIXe siècle de concurrencer pendant la lutte de libération nationale l'élite traditionnelle, ce qui a permis à Bourguiba, donc, dans les années 50, au moment de l'indépendance, de s'appuyer sur ces élites modernes, s'appuyer sur un mouvement féministe qui existe depuis les années 30 avec ses propres revendications, s'appuyer sur les syndicats, donc sur les forces modernes de la société pour vaincre ces adversaires traditionnalistes qui l'ont mis en minorité en 1955. C'est dans son propre parti. C'est en s'appuyant sur ces forces que Bourguiba a repris la situation en main. Bon, tout cela pour dire quoi? Que c'est parce que ces régimes modernes issus des mouvements de libération nationale au lendemain des indépendances ont trahi leur projet moderne par leur autoritarisme, par l'absence de démocratie, par le non-respect des droits humains, que les forces traditionnelles ont pris leur revanche de l'intérieur du système sur ces régimes. Et on peut dire la même chose pour l'Algérie à ce niveau-là. Alors, j'ai dit, c'est parce que ces régimes issus de ce siècle de réformisme, des mouvements de libération nationale, et qui étaient au départ des régimes modernes, sensibles à la question de la modernité, au sécularisme, mais amputés des droits humains. Que ce soit en Turquie, en Tunisie, en Égypte, en Algérie, en Syrie, en Irak, tous ces régimes modernes étaient peu respectueux des droits humains, mettaient entre parenthèses les droits humains, les ajournaient pour après le décollage économique. Non, c'est lui l'imam. C'était lui-même l'imam. C'est proclamé aussi l'imam. Et a nationalisé en quelque sorte l'islam. Bon. Ma doute c'est quels sont les facteurs qui expliquent ce changement, à votre avis? C'est mon collègue Miguel Portas, député portugais du Bloco. Voilà. Mais je viens de le dire, c'est parce que ces régimes ont consommé leur capital de popularité, leur capital de légitimité par des décennies d'autoritarisme, de non-respect des droits humains. Ils n'ont pas renouvelé ce capital par l'exercice de la démocratie. Et alors c'est une question de survie. Et oui, de lui-même. Exactement. Quand c'est une recette universelle. Quand
on a usé son capital de popularité politique, sa légitimité politique, on revient à la soupe de la religion. Staline, je le rappelle, après ce qu'il a fait dans les années 20 et 30 contre toutes les religions, transformant les lieux de culte en musées de l'athéisme, quand l'armée rouge était en difficulté face à l'armée nazie en 1943, il a appelé les autorités religieuses de toutes les religions pour leur demander de remonter le moral des troupes. On va peut-être traduire pour que les anglophones comprennent. Non, non, je commençais par dire ça. Non, non, je ne dis pas vous, on. Moi, disons on. Qui avait, à mon avis, à cause du traumatisme de Nasser, de la révolution nassérienne et de la guerre d'Algérie, ils ont opté pour le soutien direct et calculé des mouvements traditionnels et islamistes contre les modernistes. C'était plus commode Oui, pour oui. l'Occident. Non, mais nous, là, je parle de la situation interne de la Tunisie. Mais ça ressemble. Et non, non, non. Pour la Tunisie, ils ont soutenu Bourguiba qui était contre. Bourguiba était dans le camp des États-Unis, il était dans le camp de l'Occident, mais il était contre l'Arabie Saoudite, il était contre le pacte de Bagdad qui a été. Ils l'ont soutenu parce qu'il a bataillé ferme, hein, parce qu'à mon avis, ils s'en sont accommodés, c'est tout, parce qu'il a bataillé lui-même. Bon, c'est un autre débat. According to you, you forget a bit about the complicity of like Occidental powers at this moment during the Algerian Revolution and the Nasserian Revolution as well. Non. Non, c'est vrai que quand le mouvement des non-alignés a été créé dans les années 50 avec Nasser, Tito, Nehru, Sukarno, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont créé le pacte de Bagdad, pan-islamique, regroupant l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Irak à l'époque, monarchie également, l'Iran, le Pakistan et la Turquie qui venait d'intégrer l'OTAN et rompre un peu avec le dogme kémaliste de chasse à la religion. On a réintroduit l'enseignement religieux dans l'enseignement fondamental. C'est vrai, mais je crois que les situations de la Tunisie n'obéissent pas complètement à ce schéma-là. Alors, pour revenir à la Tunisie, donc oui. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est une question technique d'organisation. Faut-il poser des questions à la fin de votre... ou alors vous interrompre à chaque fois? Là, Je crois qu'elle vient de dire non. Mieux parce que autrement, Voilà. Alors, je vais très vite. Donc, le régime de Bourguiba les islamistes qui agissaient de l'intérieur du régime de Bourguiba, quand il y a eu la révolution iranienne en 1979, l'avènement de la République islamique, et que il y a eu aussi en Tunisie une grève générale. Donc ils ont senti que le pouvoir tunisien n'était plus un allié sûr dans la durée. Ils ont rejoint l'opposition au régime tunisien. Camarade? Non, opposition to the regime. the opposition to the regime. Yeah. Et c'était une donnée nouvelle, ça a changé complètement. Les années 80 étaient marquées par justement l'émergence des islamistes comme la partie la plus importante de l'opposition. Et à ce moment-là, Ben Ali, qui était directeur de la Sûreté nationale, At this moment, Ben Ali was like the director of the National Security. il a été promu ministre de l'Intérieur He became Ministry of the Interior. pour assurer la lutte contre les islamistes, ramener donc To ensure the struggle against Islamists. et la confrontation entre les islamistes et le pouvoir aboutit à l'arrestation massive des islamistes au milieu des années 80. So the struggle against Islamists in the power just led to the arrestation of Islamists at the end of the 80s. Et là, il y a eu en 87
un procès, un grand procès des islamistes, alors que les grands procès politiques étaient jusqu'alors des procès de gauche. Le plus grand procès donc, des islamistes a eu lieu en 87. So in 87 there was a huge trial of Islamists, whereas before it was more about leftists. Voilà. Et il y a eu de lourdes peines, mais Bourguiba n'était pas content des jugements prononcés. Il a demandé qu'on révise le procès et il demandait la pendaison, la condamnation à mort et pendaison de 14 chefs islamistes. They were heavy sentences, but Bourguiba specified that they were not strong enough, even though they were death sentences. 87. Ah, 14. Je crois. De 14 chefs islamistes. And even though they were the shooting of 40 Islamists. C'est là que Ben Ali, sous la pression des Américains, a été promu Premier ministre. This is when Ben Ali, under the pressure of the Americans, was promoted to Prime Minister. Et comme Bourguiba voulait la révision du procès et la condamnation à mort et la pendaison des chefs islamistes, Ben Ali est passé à l'acte, a déposé Bourguiba et s'est proclamé président. And as Bourguiba wanted the death of the Islamist heads, this is when Bourguiba came out and declared himself president and refused. Non, Ben Ali. Ben Ali, sorry. Ben Ali, pas Bourguiba. Il dépose Bourguiba et se proclame Ben Ali, président. Declared himself president against Bourguiba. Voilà. C'est ce qu'on appelait le coup d'État, à la fois médical et constitutionnel, puisque la Constitution prévoit qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le Premier ministre qui succède au chef de l'État. Au chef de l'État. This was a coup d'etat because, as the constituency states, nor a coup d'etat based on the constitution. And medical putsch, because it is doctors who wrote an attestation that Bourguiba cannot govern. And as the constitution said, the prime minister has to take over in this case. Ok. Donc, Ben Ali, quand il prend le pouvoir en 87, fait une déclaration dans laquelle il reprend toutes les revendications de l'opposition, notamment l'opposition démocratique, mais en même temps libère les islamistes, les reçoit, leur donne un journal et leur permet de participer à la vie politique. So Ben Ali in 87 made a declaration where he took all the demands of the opposition, but he also took the demands of the Islamists and gave them a journal where they could express themselves. Alors, la période de 87 à 93 était une période où Ben Ali a laissé les islamistes non seulement agir politiquement, c'est-à-dire avec un journal, participer à des élections et avoir une activité publique, mais même il les a laissés atteindre à la liberté d'autrui à travers les agressions contre les gens qui ne font pas le ramadan pendant le ramadan, à travers les agressions contre les gens qui sur les plages étaient en bikini, et même il y a eu des attentats terroristes contre l'un des centres du parti au pouvoir en pleine Médina. Suite à cette période, il a laissé monter dans la société une demande de sécurité, une demande de répression des islamistes. Et les gens se disaient, mais quand est-ce que le pouvoir va intervenir pour les arrêter, pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils font? So he let
Et c'est là où la politique de Ben Ali bascule. Il se met à réprimer les islamistes, il les arrête massivement, des arrestations massives, des procès, avec le soutien des militants des droits de l'homme, des militants de gauche, des démocrates, qui voyaient que c'était le seul moyen pour protéger la société contre la montée de l'islam politique. Et une fois il a coffré les islamistes, il s'est retourné contre toute l'opposition et toutes les expressions indépendantes de la société civile, syndicats, Ligue des droits de l'homme et toutes les associations qui échappaient à son contrôle, ils sont devenus la cible de sa répression, interdits, ne pouvent pas faire. La Ligue des droits de l'homme, depuis les années 90, n'arrive pas à organiser son congrès, ne peut pas avoir des réunions publiques. Et donc, ce qu'il a commencé contre les islamistes, après, il l'a élargi à l'ensemble des expressions politiques et civiles de la société. Bien sûr, oui. L'idée, c'est si vous vous défendez, si vous dénoncez les violations des droits de l'homme dont les islamistes sont victimes, c'est que vous êtes avec les islamistes. Et ce discours, il le tenait aussi bien à l'opposition intérieure, aux défenseurs des droits de l'homme à l'intérieur, que vis-à-vis des puissances étrangères. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les islamistes prennent le pouvoir? Qu'est-ce qu'il a dit? Une histoire? Une histoire algérienne. Oui, c'est ce que je disais. Oui, c'est oui. On a eu Oui, oui. la même Bah oui. manipulation. Là. It is as in Algeria, he said. S'il vous plaît. Il faut dire que le contexte international a favorisé cette stratégie-là. Les attentats de New York, les attentats de Londres, les attentats même en France et en Espagne, différentes donc, et l'histoire de l'Afghanistan, l'histoire des talibans, il y a un contexte international qui favorise, qu'on ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme par des